Radio Gacko. Bonjour à tous, c'est Lucas, bienvenue sur Radio Gacko. Radio Gacko, c'est quoi ? C'est une équipe de 5 personnes avec 3 chroniqueurs, Florine, Héloïse et Brian, une régisseuse, Manon, et un animateur, c'est moi. Radio Gacko, c'est donc 3 chroniques, avec celle d'Héloïse sur le nouveau président américain, celle de Brian sur Minecraft, le jeu qui s'invite dans les écoles, et pour commencer, celle de Florine sur le cinéma et l'interview de Franck Dubosc, notre invité. Alors Florine, dis-nous quel est le sujet de ta chronique. Eh bien dans cette chronique, je vais vous parler du célèbre acteur Franck Dubosc et du film Les Têtes de l'Emploi, dans lequel il occupe le rôle principal, sorti le 16 novembre 2016, qui est un long métrage de Franck Magnier et Alexandre Charlot, aussi co-scénariste des Guignols de l'Info et de Bienvenue chez les Ch'tis, et réalisateur de Boule et Bill. En vedette, bien évidemment, le trio Franck Dubosc, Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison. Alors pour illustrer cette chronique, voici un court passage de la bande-annonce du film. Vous êtes l'agence la plus performante de France. Alors comme il y a de moins en moins de chômeurs inscrits dans votre agence, on va la fermer. Il n'y a plus de travail, on peut pas vous aider. C'est quoi votre petit nom? Martine. Oh, j'adore ce prénom. Martine à la montagne, Martine à la plage, hein, c'est... Martine à la ferme. Aussi. Pourquoi on va se retrouver sans travail? Parce qu'il n'y a plus assez de chômeurs qui viennent pointer à l'agence. On a trop bien travaillé. Si on arrête de trop bien travailler, il y aura plein de chômeurs, ils pourront pas fermer l'agence. On va fabriquer du chômage. C'est complètement merdique ton plan là. Alors comment tu peux nous résumer ce film rapidement ? Bien, pour résumer un peu cette comédie, Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'agence pour l'emploi de leur ville, mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer toute faute de chômeurs. Les 3 collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste. Nous avons eu, après persévérance, la joie et l'honneur de rencontrer et d'interviewer l'acteur Franck Dubosc au Kinépolis, le château du cinéma de l'Homme, lors de l'avant-première du film Les Têtes de l'Emploi, le 5 novembre 2016. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carrière de Franck Dubosc ? Pour le présenter rapidement, adolescent timide et rêveur, il intègre le conservatoire de Rouen. En 1985, il obtient le premier rôle de la comédie À nous les garçons. Ensuite, en 1991, il part s'installer en Outre-mer et devient une star avec la très populaire série Coronation Street. Lancé sur scène en 1998 par Mousse Diouf, il devient rapidement l'un des comiques français les plus populaires. La plupart de ses spectacles imposent son personnage de séducteur mytho, macho et rigolo. Ensuite, en 2006, l'artiste tient la vedette de la comédie Camping, suivie de Camping 2 en 2010 et Camping 3 en 2015 et bien d'autres comédies. Maintenant, place à l'écoute de cette petite interview. Bonsoir Monsieur Dubosc. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié le film, le fait d'allier la triste réalité du chômage avec l'humour. Et j'ai su que ça vous tenait vraiment à cœur de partager ce film directement avec votre public. Et j'aurais voulu savoir pourquoi. Parce que je trouve que ça touche un sujet qui nous concerne tous finalement, qu'on soit au chômage, qu'on n'y soit pas ou qu'on n'y soit pas encore. Et moi j'ai fait Camping, mon père l'a jamais vu et il aurait aimé le voir. Celui-là, je sais pas s'il aurait aimé le voir parce qu'il était au chômage lui-même, mais je pense que ça l'aurait beaucoup fait rire. Et maintenant je trouve que c'est... Oui, j'aime les films ancrés dans la réalité et qui parlent à tout le monde et qui parlent des gens normaux. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça, c'est des gens normaux. D'accord, merci. Je voulais savoir si vous seriez prêt à jouer dans un film d'un genre totalement différent. Déjà, Les Têtes de l'Emploi, c'est finalement un genre différent en restant dans la comédie, c'est déjà un genre différent. Maintenant, le genre différent dont vous parlez, c'est sûrement le drame. Alors le drame, pourquoi pas, sauf que moi, si tenté soit-il que j'ai des gens qui me suivent ou qui m'aiment, ils m'aiment dans la comédie, ce serait prétentieux de me dire qu'il suffit que j'apparaisse à l'écran pour que ces gens-là aient envie de me voir dans le film. Donc il faudrait trouver un film dans lequel je joue, mais qui n'est pas un film de Franck Dubosc. Enfin, que ce soit un grand réalisateur avec un grand film, et puis il se trouve que je suis dedans. Et à l'occasion, les gens pourraient dire, tiens, finalement, il est bien dans le film, mais il ne faut pas que ce soit moi la locomotive. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'on peut penser de cette interview ? Eh bien, autant dire après l'écoute de notre interview que Franck Dubosc est un personnage simple autant dans ses films que dans la vie de tous les jours. Il a bien conscience que les gens qui le suivent apprécient avant tout de le voir jouer dans des comédies. Mais cela ne rend pas impossible l'idée de penser que peut-être nous le verrons un jour tourner dans un film d'un genre totalement différent, un film qui soit dramatique ou fantastique. Vous avez aussi souhaité savoir pourquoi il était si important pour lui de partager ce film avec son public. Qu'en penses-tu ?
Et bien là aussi, dans sa réponse, nous retrouvons un acteur simple et empathique, car comme nous pouvons le constater, malgré la réussite de sa carrière, a bien conscience de la réalité des choses et a privilégié dans ce film un sujet qui nous concerne tous autant les uns que les autres. Il n'hésite pas à préciser qu'il aime les films ancrés dans la réalité et qui parlent de gens normaux. Qu'est-ce que vous aura apporté cette interview ? Je pense que cette interview nous aura permis de connaître d'un peu plus près la vie et la manière de voir les choses de Franck Dubosc, mais aussi de nous faire un avis propre sur son personnage et sur celui qu'il est au quotidien. Car même si nous le suivons depuis le quasi-début de sa carrière à la télé, au cinéma et maintenant sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter ou encore Instagram, le fait d'avoir pu le rencontrer, le fait qu'il ait accepté de nous accorder un peu de temps, fait de lui quelqu'un d'abordable, de sincère et proche de son public, et je trouve cela vraiment très important pour tous ceux qui le suivent et qui continueront à le suivre. Merci Florine. Passons maintenant à la chronique d'Héloïse sur le nouveau président américain. Eh bien merci Lucas. Selon un dicton bien connu aux États-Unis, tout individu peut devenir président. C'est ce que Armand Edge nous confie dans son livre Les élections présidentielles américaines. Effectivement, il n'a pas tort puisque le 8 novembre dernier, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton étaient les deux principaux prétendants à la succession de Barack Obama au pouvoir depuis 2009. Donald Trump entrera en fonction le 20 janvier 2017. Il aura été élu président des États-Unis tout en ayant récolté moins de votes qu'Hillary Clinton. La démocrate recueillait environ 200 000 voix de plus que le milliardaire. Et alors comment il fonctionne le système électoral américain ? Eh bien, le système électoral américain repose sur un suffrage indirect. Ainsi, ce sont les grands électeurs qui fournissent la grande victoire et à ce compte-là, Donald Trump l'a écrasé. 290 contre 228 grands électeurs. Il en fallait 270 pour accéder au bureau ovale. Au suffrage direct, l'ancienne première dame aurait donc été élue à la Maison-Blanche avec 47,7% contre 47,5% pour Trump. Et alors du coup, les Américains, ils en pensent quoi de ça ? Eh bien, à peine désigné président, le multimilliardaire doit faire face à la colère de la population, puisque de nombreuses manifestations anti-Trump sont organisées notamment à New York, en bas de la Trump Tower, ou encore à Chicago, Seattle, Boston ou Washington. À certains endroits, des drapeaux américains y sont même brûlés. Nous appelons tous les Américains à nous rejoindre du bon côté de l'histoire et à utiliser le pouvoir de nos voix et de nos votes pour faire échouer Donald Trump et l'idéologie haineuse qu'il représente. C'est en tout cas ce qu'espèrent plus de 3,9 millions de personnes ayant signé une pétition lancée sur le site change.org intitulée Collège électoral. La pétition leur demande ainsi de choisir non pas le milliardaire républicain, mais la démocrate. Elle s'appuie notamment sur le fait incontestable qu'Hillary Clinton est la grande gagnante du vote populaire, puisque la candidate démocrate a en effet recueilli 200 000 voix de plus que son adversaire, selon les résultats provisoires donnés par les médias américains. Toutefois, cette demande a peu de chances d'aboutir. Ils sont une centaine également venus du monde de la musique et d'Hollywood à avoir signé la pétition appelant à s'unir contre la haine, pour empêcher le candidat républicain d'accéder à la Maison-Blanche. Parmi eux, Eva Longoria, d'origine mexicaine, qui n'avait pas hésité à soutenir Hillary Clinton lors de ses meetings. Elle lance « Quand Donald Trump nous qualifie de criminels et de violeurs, il insulte des familles américaines. Mon père n'est pas un criminel ou un violeur, en fait, c'est un vétéran. » Dans une conférence de presse organisée pour l'occasion, Barack Obama a pris la parole à son tour pour féliciter Donald Trump. « Je veux m'assurer que tout se passe bien, car au final, nous faisons tous partie de la même équipe. Avant d'être démocrate ou républicain, nous sommes tous américains. » Barack Obama cède donc la place à Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale pour les 4 ans à venir. Et toi, t'en penses quoi ? Pour moi, Barack et Michelle Obama sont le couple présidentiel le plus important et le plus aimé de cette dernière décennie. Je les aime et ils vont me manquer. Il me reste une seule chose à dire, yes, we can. Merci Héloïse. Pour finir, parlons jeux vidéo, parlons éducation. Nous accueillons Brian qui va nous présenter sa chronique sur le célèbre jeu Minecraft. Merci Lucas. Effectivement, Mojang, le studio qui a développé et mis sur le marché le célèbre jeu Minecraft en novembre 2011, revendique 106 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie, ce qui positionne le jeu comme le plus vendu de tous les temps dans le monde. De plus en plus de joueurs se laissent séduire par ce jeu, véritable phénomène auprès de la population de gamers. Développé par le Suédois Marcus Persson alias Notch, Minecraft est un jeu d'aventure capable de plonger le joueur dans un univers composé de blocs et de diverses créatures. Pourtant très loin des graphismes à couper le souffle qu'offrent les derniers jeux actuels, il ne compte pas moins de 53 000 nouveaux joueurs quotidiennement à travers le globe. Mojang a d'ailleurs indiqué que si Minecraft était un pays, sa population en ferait le 12e plus importante au monde. Ouais, quand même.
Et alors du coup, il y a combien de supports pour pouvoir y jouer à Minecraft ? Alors justement, d'abord développé sur PC puis sur console Xbox et PlayStation ainsi que sur tablette et smartphone, Minecraft a su conquérir toutes les plateformes. Et d'ailleurs, en 2014, le journal Le Monde a informé que la société Mojang avait été rachetée par Microsoft pour la somme colossale de 2,5 milliards de dollars. Phil Spencer, directeur de la division Xbox, a annoncé que Minecraft est l'une des franchises les plus populaires de tous les temps. Il a ajouté que Microsoft continuera de développer le jeu sur l'ensemble des plateformes tout en maintenant la communauté. Et alors, c'est quoi les éléments clés pour qu'un jeu puisse rencontrer un tel succès ? Alors pour qu'un jeu rencontre son public, l'ONICEP affirme que le marketing est indispensable. Matt Percy, directeur marketing de Microsoft, a eu pour objectif de faire de Minecraft un succès commercial et il s'est apparemment plutôt bien débrouillé. Minecraft possède aussi de nombreux community managers qui font vivre le jeu sur la toile via Facebook ou Twitter, mais surtout YouTube où des vidéastes extrêmement populaires, pouvant parfois atteindre le million d'abonnés, conçoivent et partagent des vidéos de leurs parties sur Minecraft. Et toi, t'aimes quoi dans le jeu ? Alors moi-même adepte de ce jeu, j'apprécie énormément le fait que Minecraft offre diverses possibilités de jeux telles que l'architecture ou la création de systèmes automatisés, qui sont pour moi des moyens d'apprendre en s'amusant. Et c'est d'ailleurs en partant de ce point de vue que Microsoft et Mojang ont eu la brillante idée de créer une version didactique et pédagogique de Minecraft, spécialement conçue pour la jeune communauté. Il s'agit en outre de Minecraft Education Edition dont la sortie officielle a eu lieu ce mardi 1er novembre 2016. Cette nouvelle version, à destination des établissements scolaires, est proposée à 5$ la licence. Elle dispose des nouvelles fonctionnalités qui n'apparaissent pas dans la version classique du jeu et qui sont plus faciles d'utilisation. Ainsi, elle permettra aux élèves d'une classe d'accéder simultanément à un serveur multijoueur afin de partager leurs travaux. Différents domaines leur seront proposés, par exemple en mathématiques, les 9-12 ans auront la possibilité d'étudier les aires et les périmètres en construisant des figures tout en utilisant un nombre précis de blocs. On ne l'aurait pourtant jamais imaginé, mais allier enseignement et jeux vidéo est maintenant possible. Merci Brian. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci aux chroniqueurs et merci à Manon pour la régie. Passez une bonne journée et à bientôt sur Radio Gacko. Radio Gacko.